Place à présent à votre magazine économique Éco-Débat consacré à l'actualité économique du continent. Une économie qui devrait connaître des taux de croissance relativement satisfaisants en 2024. Et il était intéressant pour nous de poser un regard sur l'actualité ou plutôt l'évolution de la mise en œuvre de la future monnaie éco dans un tel contexte. C'est un peu le silence radio sur les discussions et dans les process de finalisation du projet de la monnaie éco. Où en sommes-nous exactement? Qu'est-ce qui a été fait ces derniers mois? Quels sont les obstacles qui ont été levés et surtout, quels sont les nouveaux obstacles qui pourraient freiner la mise en œuvre de la nouvelle monnaie? On en parle avec nos invités du jour, Monsieur Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Smaoro pour nous avoir une fois de plus invités pour échanger sur ce point de l'actualité qui est très important pour les pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. Merci aussi d'être avec nous, Monsieur Serge Patrick de Souza. Vous êtes consultant politique. Le plaisir est toujours partagé, renouvelé quand je suis avec vous, M. Soumao. Alors, plaisir partagé, on a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie il y a quelques années ou quelques mois, on va dire, le projet de la monnaie éco. Et puis après, on n'a plus entendu grand-chose. Les pays africains membres de la CEDEAO avaient du mal déjà à satisfaire les critères de convergence pour la mise en œuvre de la monnaie ces derniers mois, avec la situation au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger. Est-ce que ces situations-là peuvent éclipser ou bien freiner le projet de la mise en place de l'éco? Monsieur de Souza. Effectivement, il y a l'une des conditions fondamentales quand il s'agit de parler économie et politique, c'est bien sûr la stabilité politique. Et donc, on parle de stabilité sécuritaire, surtout quand il s'agit d'une situation qui engage les relations entre les différents États. N'oublions pas que l'éco, c'est avant tout une monnaie de coopération qui consiste à unifier dans un environnement monétaire unique un certain nombre de pays. Et si ces pays-là, à l'intérieur, il y a des difficultés sécuritaires et qu'à l'extérieur aussi, le niveau de diplomatie, de géopolitique, le niveau des relations internationales est mis à mal, c'est normal qu'à un moment donné, on s'interroge sur la viabilité probable de cette nouvelle monnaie. D'autant plus que ceux qui sont chargés de mettre en place la monnaie n'arrivent pas vraisemblablement à pouvoir s'entendre sur un certain nombre de points politiques. Mais quand on regarde un peu l'agenda dans les couloirs des grandes rencontres économiques, on entendait beaucoup l'année 2025 ou début 2026. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution des choses, malgré tout ça, est-ce que l'agenda 2025-2026 est tenable encore? Bon, permettez-moi d'être un peu sceptique. Moi, je considère un peu, je ne suis peut-être pas le seul, considère un peu la mise en place de la monnaie éco comme un débat un peu difficile, un peu assimilable, l'éco est un peu peut-être assimilé à un serpent de mer. Et maintes fois annoncé, et maintes fois repoussé, on parle maintenant de 2027. De 2025, ça et là, on a diverses dates en ce qui concerne la mise en place, de cette monnaie ouest-africaine qui devrait être créée par la CEDEAO. Alors donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Vous savez qu'il y a eu une rencontre tout récemment, je crois, entre les pays membres de l'UEMOA et le président français. Donc, à l'issue de cela, la monnaie en préparation a été baptisé ECO, ce qui a, je vais dire qu'à partir de cet événement-là, beaucoup d'experts, de spécialistes ont pensé déjà que l'eau était dans le gaz et que les autres débats qui allaient suivre en ce qui concerne l'éco n'allaient être que des débats de forme dans certaines conférences internationales. Mais il faut dire que la création de l'éco elle-même est traversée par beaucoup par un faisceau d'intérêts politiques, d'intérêts géopolitiques divers et d'intérêts géopolitiques, très complexes. Notamment, la question principale, c'est le Nigeria qui pose une condition essentielle de faire en sorte que les 8 pays de l'UEMOA qui, entre eux, respectent ce qu'on appelle les critères de convergence, puissent se détacher totalement de la France. Et donc, c'est cela qui est un peu difficile. Comme on le dit, parfois, le Nigeria accuse la France de jouer dans son arrière-cour politique, étant entendu que effectivement le Nigeria lui-même c'est environ 60% du PIB de la CEDEAO et sur un total de 300 millions d'habitants,
Le Nigeria, lui seul, a près de 180 à 200 millions d'habitants. Donc je veux dire que c'est un mastodonte et c'est la première puissance économique du continent africain. Donc c'est un élément important. Justement sur ce point-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains défis cachés derrière cet agenda de l'ECO? Oui, ça c'est tout à fait normal. Il ne pouvait pas en être véritablement autrement. Les défis sont cachés au-delà je vais dire de la raison officielle qui est le manque des critères de convergence entre les pays de l'UEMOA et puis les pays de la ZEMAO, c'est-à-dire la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui comprend le Nigeria, le Ghana et les autres pays. Mais je vais dire que ce qui est... je vais l'expliquer tout à l'heure, je vais dire la divergence fondamentale entre des pays comme le Nigeria qui n'acceptent pas véritablement, je vais dire, la même mise directe ou indirecte de la France sur l'économie des pays de la zone CFA. Il faut dire que la monnaie est d'abord un principe régalien dans un État, mais la monnaie aussi est un élément d'influence économique pour les grandes puissances. Vous avez très bien compte, si on se réfère à l'histoire, on verra que, par exemple, lorsque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France a été occupée par les États-Unis. Les États-Unis ont même émis sur le marché français une monnaie typiquement française, c'était le dollar français. Je crois que c'était le nom, quelque chose comme ça. Et avant cela aussi, la puissance occupatrice de la France, qui était le Troisième Reich en Allemagne, avait mis une monnaie d'exploitation. Et c'est sur cette monnaie-là que le franc CFA plus tard a été copié. Donc je vais dire que la question de la monnaie n'est pas une question anodine. Justement, c'est pas une question anodine. On va rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vous avez dit que c'est vraiment un fondement, un pilier de la souveraineté des États. Okay. On le voit, on a eu certains échos, le Mali, le Burkina Faso, prévoient ou seraient en train de préparer leur propre monnaie. Ils veulent battre leur propre monnaie. Est-ce que vous pensez que ces pays-là ont les ressources, ont les capacités de pouvoir tenir eux-mêmes leur propre monnaie? La première capacité pour un État à prendre une décision politique, c'est d'avoir le courage politique. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, on peut le dire, c'est vrai qu'ils sont dans une sorte de transition. Mais je vais dire qu'il ne manque pas de courage et de volonté. Et si cette étape est passée, les questions de monnaie, c'est vrai qu'il y a des questions techniques, mais avant tout, c'est une question de coopération et de partenariat. Et je pense qu'en la matière, avec le BRICS qui prend toute sa place au niveau de l'Afrique, la Russie qui se positionne, je vais dire ça donne une opportunité, une alternative à ces États-là de s'ouvrir un autre marché d'échanges économiques qui peut favoriser bien sûr l'émergence d'une nouvelle monnaie. Sinon quand la Guinée prenait elle-même sa monnaie ou le Ghana, ils étaient dans quelles conditions économiques? Je veux dire, ils n'étaient pas plus riches que la France ou les États-Unis, mais c'est de la volonté politique qui a permis à ce qu'ils arrivent à ce stade. Après, on dira ce qu'on veut, mais le monde est dynamique. Et il y a des États qui sont dans la zone CFA, qui souffrent également. Donc, c'est pas parce que, je vais dire, on a vu ce que le Ghana traverse aujourd'hui, d'un point de vue économique, pratiquement griffe ce qu'on appelle le sous-développement en Guinée, pour dire que parce qu'ils n'ont pas une monnaie unique avec les autres États, ils souffrent. Non, c'est pas ça. Parce que quand tu vois le Mali, le Burkina, comparé à la Côte d'Ivoire, d'un point de vue développement, c'était pas pareil. Maintenant, après, je veux dire, c'est la volonté politique qui peut garantir cela. Voilà. Le Mali et le Burkina ont des ressources. Et tous les États aujourd'hui, que ce soit les États africains ou européens, tous les États aujourd'hui ont des ressources intellectuelles, ils ont des ressources techniques, et ils ont aussi des ressources diplomatiques pour pouvoir aujourd'hui prendre l'initiative de créer eux-mêmes leur propre monnaie. Et vouloir créer l'ECO, c'est un exemple éloquent qui montre que tout dépend de la volonté politique. Moi, je voulais ajouter aussi à ce que M. De Souza a dit tout à l'heure, c'est que d'abord, la première des choses, c'est d'abord la volonté politique. Quand on prend, en parlant des deux pays, le Burkina Faso et le Mali, il faudrait déjà dire qu'il y a une expérience antérieure. C'est-à-dire, Modibo Keïta, au lendemain de l'indépendance des indépendances, est sorti du franc CFA et a créé le franc malien, qui a eu cours au Mali du 1er juillet 1962
le 1er juillet 1984. Je pense que effectivement le parcours du franc malien n'a pas été un parcours tranquille. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'interférences qui ont empêché cette monnaie-là finalement d'atteindre tout son potentiel, ce qui a fait que le franc malien finalement est revenu, je vais dire, à sa base d'origine, c'est-à-dire le franc CFA. Donc je vais dire pour cela que c'est d'abord une question de volonté politique. Deuxièmement aussi, les ressources techniques, il y en a. Il n'y a pas de ressources en dehors, de bonnes ressources pour un pays en dehors des ressources humaines. Ça, il y en a au niveau du Mali, on peut en trouver, mais aussi surtout au niveau des ressources économiques. Il faut savoir une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que le bassin sahélien se retrouve aujourd'hui, c'est un épicentre aujourd'hui de toutes les ressources minières, minéralières que nous pouvons trouver dans le monde aujourd'hui. Ce qui fait que presque toutes les grandes puissances au monde aujourd'hui dans le monde veulent se retrouver, sont sur le territoire africain et particulièrement au Mali, au Burkina et au Niger. Nonobstant ce qui s'est dit dans l'actualité, en parlant des djihadistes, etc., les grandes entreprises occidentales dans le domaine minier, dans le domaine du pétrole, s'installent au Mali, au Burkina. Ça n'empêche pas de faire le business aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la bande sahélienne, depuis la Mauritanie jusqu'en bas aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le réservoir de toutes ces ressources-là. Aujourd'hui, le Mali est le deuxième pays producteur en or au monde. Je pense, non, pas au monde, mais en Afrique. En Afrique, après le Ghana, j'avais 101 tonnes. Et le Burkina aussi n'est pas très loin de là aussi. Alors donc, je vais dire que si ce sont les ressources, les ressources internes, les richesses, le Mali en a énormément. On parle de l'or, mais on parle aussi de ce qu'on appelle les matières premières critiques aujourd'hui, qui sont l'objet, de convoitises des grandes puissances au niveau du monde aujourd'hui. Tout récemment, vous devez savoir que l'une des plus grandes mines de lithium au monde est exploitée au Mali aujourd'hui. Donc je vais dire que le Mali et ces pays-là ont des ressources. Les puissances occidentales ne se battent pas pour s'installer dans un pays s'il n'y a pas de ressources. Mais si on regarde par exemple sur le plan économique, sur le plan du développement humain, on voit que ces pays-là quand même ne sont pas très bien logés et je pense que c'est le problème de la plupart des pays francophones. Mais le Mali et le Burkina, et le Niger ont toutes les ressources pour pouvoir créer cette monnaie. Mais il ne suffit pas de créer la monnaie. Il faudrait que cette monnaie puisse se développer et véritablement fonctionner correctement. Est-ce que le fait de mettre une monnaie en place ou le fait que cette monnaie soit viable ne va pas aller contre les intérêts des grandes puissances? Et c'est là que se trouve véritablement, à mon avis, la grande question. Justement, je profite aussi pour poser cette question. On voit un peu l'influence grandissante de la Russie au Mali, au Burkina Faso. On voit la coopération militaire qui est faite, la coopération politique qui a tendance à s'installer. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer une coopération monétaire entre la puissance qu'est la Russie et les pays, le Mali, le Burkina, la Guinée? Déjà, je vais dire qu'il y a une nuance. Au niveau du Mali, moi, je ne dirais pas influence de la Russie, mais je vais dire positionnement. Parce que lorsqu'on arrive à cette étape, l'influence prend une autre dimension. En Côte d'Ivoire, par exemple, ou dans la zone franc, il y a l'influence de la France, notamment par la monnaie. Ça, c'est une influence. Maintenant, il y a le positionnement de la Russie. Effectivement, mais avoir une coopération, je vais dire plus économique que monétaire. Voilà. Je ne suis pas technicien de la monnaie, mais je sais que c'est surtout une coopération économique. Et à l'intérieur, il y a vraiment des clauses de conditions, de conditionnalité. Mais déjà, ça existe. Ça existe déjà. C'est que cette coopération est en train d'évoluer. Cette coopération évolue avec le temps. Il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a le fait que c'est marquant que la France et toutes les forces onusiennes au Mali puissent quitter le territoire et que le Mali prenne en main sa propre sécurité territoriale. Mais cette sécurité territoriale-là, c'est fait avec quel partenaire? Après cet instant-là, c'est la Russie. Et si c'est la Russie, ça veut dire que c'est déjà en marche. La Russie, je crois que c'est le Burkina, bientôt, le Mali, bientôt, ne seront pas étonnés si ça arrive au Burkina, qui est en train de discuter avec le Mali pour pouvoir installer la première centrale nucléaire dans la zone. Mais c'est d'abord économique.
Donc je me dis qu'on a déjà dépassé cette étape de est-ce que c'est possible? Mais on est arrivé à une étape du développement de cette coopération-là. Et c'est pourquoi il faut mieux interroger l'avenir de l'ECO. Parce que l'ECO, quand on voit la position que le président ivoirien a par rapport à l'ECO, qui souhaiterait que dans le mécanisme du franc CFA, le système demeure, et que c'est le nom dans l'apparence qui change, mais ça pose problème parce que le Nigeria, qui est à la recherche d'un nouveau espace marchand, parce que créer l'ECO, ça donne la possibilité au Nigeria d'accéder à aussi un nouveau marché. Et le Nigeria a besoin de se développer. Le Nigeria arrive à une étape où le Nigeria doit se développer économiquement, mais le développement économique du Nigeria pas par son positionnement au niveau de l'Afrique. Et l'ECO est une aubaine. Mais avant que le Nigeria s'y engage, il faudrait que le Nigeria soit sûr que l'autonomie monétaire que le Nigeria a, il faudrait qu'elle puisse conserver cette autonomie dans cette nouvelle monnaie qu'on crée. Et c'est ce qui pose problème. La ZLECAf aujourd'hui, on va y arriver, je pense, mais faisons le bilan de la ZLECAf. Il y a combien de pays, membres, les 55 États, qui ont ratifié véritablement la ZLECAf? Et nous sommes à quelle étape? Quel est l'impact de la ZLECAf au niveau économique? La ZLECAf traîne toujours. C'est vrai qu'il y a des structures locales qui sont installées, mais à vrai dire, sur le marché, c'est toujours l'extérieur qui a toujours l'influence sur le marché. Et la ZLECAf, en réalité, même quand tu vois les États de l'UEMOA, lorsqu'ils ils font du commerce avec les autres États, mais c'est surtout avec les pays européens, les pays asiatiques, tout et tout, pas forcément avec ceux de la zone Afrique. Voilà, donc voilà un peu. Oui, moi ce que je voulais ajouter, c'est tout juste, c'est de noter, je vais dire, l'affaiblissement de la puissance de la puissance américaine. Je veux dire, ce sont les puissances occidentales qui dominent l'économie mondiale depuis 1945 absolument, et on observe, en tout cas depuis un certain temps, l'affaiblissement de cette puissance, de cette économie de marché qui est symbolisée par l'utilisation du dollar. Et donc, je dis que cette situation-là aussi rejaillit aussi sur les relations entre les pays africains. Et aujourd'hui, donc, vous avez remarqué sur le plan international, d'autres pays maintenant voudraient redéfinir ce qu'on appelle l'ordre économique mondial. Donc, ces puissances-là se sont regroupées aujourd'hui autour des pays comme la Chine, l'Inde et autres, là, qui ont créé le BRICS. Et donc, ils voulaient, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, sont en train de dire que les choses, que ça en est assez de voir cette domination, je vais dire, sans pareil de puissances occidentales sur l'économie mondiale. Et donc, ont décidé de créer une seconde alternative. Et c'est pour cela qu'elles ont créé les BRICS. Les BRICS dans lesquels ces puissances-là essaient d'attirer les pays africains. Mais il faut pouvoir observer le signe des temps, hein, je pense que des changements. La guerre en Ukraine et aussi, je vais dire, le dernier sommet, la dernière rencontre au niveau des Nations Unies a montré une certaine indépendance, je vais dire, de plus en plus progressive des pays africains. Et si ça avait été par le passé, les pays africains se seraient alignés carrément sur les positions occidentales lorsqu'il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Signe des temps, aujourd'hui, beaucoup de pays africains se sont abstenus et je veux dire que les velléités d'indépendance que nous avons observées à travers les discours de certains dirigeants africains aux dernières assemblées des Nations Unies montrent aujourd'hui que véritablement les choses ont changé. Alors donc pour en revenir maintenant à la question de savoir si la coopération militaire qui a commencé avec que la Russie a commencé avec les pays africains va se produire sur le plan économique. Nous qui sommes les intelligentiens, on me le dit, les spécialistes en intelligence économique, on fait toujours des scénarios, on se dit toujours pourquoi pas, et moi je pense à mon avis que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. Et je veux dire que c'est pour dire aux pays africains aussi que l'indépendance a un coût. Et les pays africains qui vont chercher aujourd'hui, je veux dire, à rejoindre le BRIC, il faudrait que ces pays africains aussi se préparent à en payer le prix très fort, le prix de l'indépendance. Alors donc, vous voyez très bien aujourd'hui que la question au Niger, par exemple, a montré que les États-Unis ont pris suffisamment conscience du danger que représente le basculement
militaire, le basculement économique des pays africains vers le bloc qui n'est pas le bloc occidental. Aujourd'hui, c'est pour cela que les États-Unis se sont, je vais dire, n'ont pas voulu crier au loup avec la France et se sont démarqués de la France lorsqu'ils s'étaient agi d'avoir une position ferme vis-à-vis de la junte nigérienne. Voilà, donc je veux dire que l'un dans l'autre, c'est véritablement possible et on est en train de inéluctablement aller vers une certaine, je vais dire, indépendance monétaire des pays africains, surtout les pays de l'UEMOA, parce que c'est là qu'il y a le problème en réalité. C'est là qu'il y a le problème en réalité et il y a toujours cette ombre tutélaire de la France qui continue de planer encore sur ces économies africaines-là qui fait que des voix se lèvent de part et d'autre, même au niveau en France aujourd'hui pour demander aux dirigeants français de voir un peu, d'observer un peu les signes de changement. Mais vous savez que la France est dirigée par les énarques. Et vous savez que les énarques, généralement au niveau des pouvoirs de décision, ça ne change pas comme ça. Il y a c'est une très longue tradition, justement, voilà, telle que vous décriviez, dans un contexte aussi fortement marqué par ces clivages. Voilà. On a cette tentative de la Chine de pouvoir s'imposer, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, vers ces 4 blocs, ces 4 grandes puissances monétaires et économiques. Est-ce que vous pensez que cela ne fragilise pas davantage l'éco, ou bien c'est une opportunité pour ce projet de l'éco de vraiment partir, mais sans être arrimé à l'une de ces grandes puissances et partir sur le rythme de la flexibilité, si on peut dire? Est-ce que l'éco n'existe pas? Ça dit justement, ce projet, est-ce qu'il va profiter de ces tendances pour se redéfinir et devenir une monnaie flexible, ou bien s'arrimer soit à la Chine, soit au dollar américain? C'est la question de s'arrimer là même qui pose problème. Vous pensez que la France va accepter que ces 2 zones, 8 plus 6, ça te fait, je vais dire, ça te fait 14 pays qui payent le fait qu'ils utilisent leur monnaie, la monnaie qui bat chez eux. Ils vont laisser ça. Pourquoi on parte se mettre dans un projet monétaire où tout leur échappe? Non. Je vais dire que, j'ai toujours dit que les Africains comprennent que le monde là, le monde n'est pas fait d'altruistes, le monde n'est pas fait de bons samaritains. Le monde est fait d'hommes qui ont une seule ambition, défendre les intérêts de leur peuple. C'est ça le monde. L'éco est une bonne initiative. Vous voyez, en 2019, il y a eu une réforme au niveau de l'UEMOA, notamment dans le cadre de la monnaie avec la France, où ils ont dit que finalement, il y a une partie, parce que les États qui utilisent la monnaie française là, ça dit que le franc CFA là, ils doivent loger une partie de leurs réserves. Le Comore, là, 65% de leurs réserves au trésor français. À l'époque, l'UEMOA gardait, je crois, 50% de ses réserves. Sauf qu'en 2019, peut-être que c'est à cause de l'éco, hein, il y a une réforme où on ne garde plus une partie de nos réserves là-bas. Mais la CEMAC et la zone de Comores continue, l'Union de Comores continue de loger une partie des réserves. Les gens au niveau de l'éco, il a été demandé aux États qui sont sous tutelle du franc CFA, donc du trésor français, qui dépendent du trésor français, ils ont demandé à ce que ces États-là puissent déjà commencer à mettre en route l'éco. Et les États comme le Nigeria, le Ghana, qui ont eux la monnaie propre, ils vont observer et voir ce que ça va donner au fur avec le temps. C'est un processus. Ils vont intégrer. Mais la condition, c'est de couper le cordon ombilical qu'il y a entre ces États et la France. Mais quand vous voyez l'éloge qui est fait derrière cette monnaie-là, avec la stabilité, la flexibilité, je sais pas, moi, en tout cas, tout ce qui est dit autour pour dire que c'est l'une des meilleures monnaies en Afrique parce que le fait de s'adosser sur l'euro permet une certaine solidité de cette monnaie-là. À cause au niveau économique, les États continuent à exister et on prend même des exemples sur des États qui ont leur propre monnaie qui souffrent actuellement. Donc, je vais dire qu'arriver à cette étape de raisonnement, mais je vais dire c'est vraiment difficile d'imaginer qu'on puisse dire un coup comme ça, ok, on coupe le cordon, tout simplement, hein, par les discussions comme ça, on coupe le cordon, et puis on crée nous-mêmes notre monnaie, et puis on va voir, est-ce qu'on peut arrimer ça, au dollar, est-ce qu'on va arrimer, mais tenez-vous bien, on a le franc CFA, mais le franc CFA, quand tu prends le franc CFA, tu vas au Tchad, qui a aussi
1 franc, mais pour pouvoir convertir ça, il faut d'abord convertir en euros. C'est-à-dire que même monnaie là, tu convertis ça d'abord en euros. Maintenant, tu prends euro là pour convertir en francs CFA de la zone ZEMAC là-bas avant de pouvoir l'utiliser. Ça c'est pas. Je veux dire, quand tu entends ces raisonnements là, tu as vu que c'est quand même difficile de dire que mais dans ce petit parcours de change là, mais la France a son gain dedans. La France a son gain. Difficile processus. Alors, très rapidement, nous arrivons au thème de cette émission. Ça sera en même temps votre conclusion. Absolument. Donc, enfin, je voulais dire aussi que il faut qu'on soit clair là-dessus, c'est que la monnaie éco est un projet. Donc, ça veut dire que c'est une monnaie qui n'existe pas et qui va exister. Et on ne sait pas quand est-ce que cette monnaie va exister. Et je pourrais aussi dire quelque chose qui est très important aussi, c'est que la question du devenu de l'éco, je vais dire du CFA ou de l'éco, est une question vitale pour l'État français. Quand on vous dit qu'une question est une question vitale pour un pays, vous devez comprendre que cela veut dire que cette question-là, si elle n'est pas bien traitée, pourrait entraîner des changements énormes dans la puissance qui détient cette manette-là, c'est-à-dire qui détient le pouvoir d'avoir de l'influence sur cette monnaie. Sur le plan mondial, je vais dire qu'il y a une véritable compétition entre les monnaies. Vous savez qu'il y a une hiérarchie au niveau des monnaies. On sait par exemple que l'euro est une monnaie vassale du dollar. On sait ce qu'on appelle, je vais dire, vous savez que l'économie américaine aujourd'hui peut sanctionner les entreprises européennes partout à travers le monde aujourd'hui, c'est en utilisant le dollar. Donc, ça veut dire que c'est un élément très important et qu'il y a une véritable compétition entre les monnaies et le fil des reins du franc CFA et des locaux se trouve entre les mains de la France. Et la France qui a une tradition, je veux dire, coloniale, beaucoup plus basée, qui couvre un peu ses anciennes colonies par rapport à ce qui se passe avec l'indirect rule, avec le système anglophone, avec les autres pays. Donc, ça va être très difficile. Ça nous montre aussi, en filigrane aussi, la véritable souveraineté des pays, notamment des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, comme etc. On a très bien, on dit que ces pays-là, ces organisations elles-mêmes sont sous influence, à plus forte raison de la monnaie qu'elles vont créer. Alors donc vous comprenez que c'est véritablement assez difficile. Donc tout à l'heure il a parlé de la ZLECAf, c'est sur ça que je vais chuter pour dire que effectivement la ZLECAF c'est aussi un marché commun aussi qui va inclure toutes les autres organisations sous-régionales telles que la COMESA, la CEAC, etc. Mais tout cela vraiment ça va être très difficile parce que les Africains ont toujours montré véritablement des faiblesses quand il s'agit de se mettre ensemble sur le plan militaire et sur le plan économique. Quand il s'agit de se mettre ensemble, il y a eu des faiblesses. Le projet de la nouvelle monnaie ECO qui a tendance à balbutier ces derniers temps, nous l'avons vu. Des obstacles, des enjeux à relever. Messieurs, merci encore pour vos contributions. La survie du projet ECO, qu'en était-il? Nous avons abordé cette question et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.